Herbert Mensah, bienvenue président sur le plateau d'Africa 24 TV. C'est un réel plaisir de vous accueillir pour faire le tour de l'actualité du rugby sur le continent et de vos projets à la tête de l'institution africaine. D'abord, la première question, c'est une question d'actualité. C'est à propos de la Namibie et de l'Afrique du Sud, qui sont les deux pays du continent à participer à cette Coupe du Monde. Tout d'abord, la Namibie qui a encaissé quand même 255 points contre 37 de marqués. Que pensez-vous et qu'avez-vous retenu de la prestation de l'équipe de la Namibie? First, I would like to say thank you for allowing me into your studio. It is a great honor. And pour commencer, j'aimerais vous remercier du fond du cœur. C'est un honneur d'être dans vos studios. Et je viens ici en toute humilité et avec beaucoup de fierté également. Fierté parce que l'Afrique du Sud est championne du monde. Et c'est vraiment un accomplissement sportif remarquable. Alors, en ce qui concerne la Namibie, c'est une excellente question. Et je voudrais dire que le monde a changé. Malheureusement, l'Afrique n'a le droit d'avoir qu'un seul représentant en plus donc, de l'Afrique du Sud, alors que nous disposons de 1,4 milliard d'habitants sur le continent. Et donc, cette équipe, elle ne peut faire un test match, donc un match contre une autre équipe nationale, un seul par an. Donc, c'est alors que la France, l'Irlande, l'Afrique du Sud, ils ont entre 12 et 15 rencontres professionnelles, matchs professionnels par an. Donc, si sur 4 ans, qui est la période de préparation entre deux Coupes du Monde, vous ne jouez que 4, 6 ou 8 matchs, c'est pas suffisant. La préparation reste un peu à désirer. Donc en fait, le problème, c'est l'argent. Nous disposons seulement de 2 200 000 $ par an, alors que nous sommes 39 pays qui ont une fédération de rugby sur tout le continent africain et qui a des compétitions qui se déroulent d'est en ouest et du nord au sud. Donc vous imaginez les coûts de transport, ça ne suffit pas. Donc voilà, nous partons de là. Il faut résoudre ce problème financier. Et donc nous avons fait des demandes auprès de World Rugby, bien sûr, et aussi nous plaidons auprès des gouvernements pour pouvoir déboucher sur plus de qualité. Parce que vous devez savoir, c'est sur le continent africain qu'il y a les meilleurs athlètes. Et je ne parle pas seulement de l'équipe sud-africaine. Voyez Itoje qui joue dans l'équipe anglaise, ou Ficou qui joue dans l'équipe française. Tous ces joueurs qui sont afro-descendants, qui ont des racines africaines, ça c'est un gage de qualité. Donc, avec plus d'argent, nous pouvons atteindre cette qualité. For France, the African descent, the African route, surely is the best. All we need to do is to find the money, then you will get better results. Président, deuxième question, l'Afrique du Sud d'Ndondo Karidas va jouer les demi-finales de cette Coupe du Monde contre l'Angleterre. Est-ce que vous pensez qu'une équipe peut battre aujourd'hui l'Afrique du Sud? Et qu'en retenez-vous de ce mondial précisément? Je dois dire que ça va être difficile effectivement d'arrêter l'équipe d'Afrique du Sud parce qu'ils jouent un superbe rugby. Mais je dois également dire que je pense que les 4 meilleures équipes mondiales étaient dans ces quarts de finale. Donc je veux parler de la France, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Et donc voilà, ce que je retiens de cette Coupe du Monde, c'est que le rugby est vraiment devenu un sport tout à fait professionnel. Il faut vivre le rugby, il faut rêver le rugby, il faut jouer le rugby. Mais pour ça, il faut s'imposer des règles très strictes. Par exemple, faire des régimes, suivre sa nutrition. On ne peut plus en rester comme on faisait dans les époques passées avant la professionnalisation. Et je voudrais en profiter pour remercier très chaleureusement la France qui est en train d'organiser une superbe Coupe du Monde, la meilleure que j'ai jamais vue. Et donc je voudrais remercier Julien Colette et Florian Grill pour tout ce qu'ils ont entrepris pour cette Coupe du Monde. Président, est-ce qu'il y a un véritable travail à faire justement sur le continent pour développer le rugby sur l'ensemble du territoire africain? C'est une excellente question. Mon travail, c'est effectivement de développer le rugby sur tout le continent africain, mais je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour trouver des solutions. Donc j'essaye de motiver et de faire que des gouvernements africains s'engagent dans ce sport. J'ai déjà eu des réponses positives de 7 à 8 pays africains qui sont prêts à investir.
Et au-delà des gouvernements aussi, on est en contact avec l'Union africaine qui est tombée d'accord pour inclure le rugby dans les matières qui sont enseignées aux jeunes. Parce que vous savez que les valeurs du rugby sont supérieures à celles d'autres sports même, hein, puisqu'on parle de solidarité, de respect, d'efforts collectifs, où il faut collaborer pour pouvoir obtenir un résultat. Et donc ça, c'est excellent pour les enfants. En France, j'ai eu la chance d'avoir des réunions avec le ministère des Sports français, avec la FFR, avec l'AFD, afin d'investir dans la jeunesse d'un côté et dans les structures de l'autre pour pouvoir créer des opportunités. Et effectivement, d'ici la fin de mon mandat, j'aspire à ce que le rugby ait grandi en Afrique, que des opportunités surgissent et bien sûr que l'Afrique du Sud reste championne du monde et que l'Afrique puisse disposer de 3 ou 4 représentants à la prochaine Coupe du Monde. Autre question, Président. Ce travail de structuration va commencer dans les écoles, dans les universités, ou va se faire justement dans ces structures, ou peut-être aussi faire démarrer les jeunes comme vous, à l'âge de 6 ans. Vous avez commencé à jouer au rugby. Et puis l'Afrique du Sud, j'ai noté dans les statistiques que l'Afrique du Sud compte plus de 635 000 licenciés. Est-ce que c'est l'exemple type, l'Afrique du Sud, pour vous? Well, I think as an example, South Africa definitely is a strong leader. Oui, bien entendu, l'Afrique du Sud est un leader vraiment fort et présent, mais il y a d'autres pays qui présentent des projets intéressants. Je veux parler par exemple du Zimbabwe, qui a des projets au niveau scolaire qui sont très intéressants, notamment dans les townships, dans les bidonvilles. À ce niveau-là. Pour le reste des pays africains, nous essayons de motiver et de signer des partenariats avec d'autres gouvernements pour qu'ils acceptent le rugby. Pour l'instant, on en est plutôt à des sports de non-contact ou le touch rugby, donc cette variante plus light. Mais c'est sûr qu'en engageant à ce niveau-là, ça peut aller très vite, ça peut progresser. Aujourd'hui même, j'avais une réunion avec Florian Grill, le président de la FFR, et donc on a essayé un petit peu de comprendre les raisons de ce succès énorme, et il m'expliquait qu'effectivement, ils avaient réussi à motiver les écoles, les collèges et lycées, et aussi tous ces événements liés à la Coupe du Monde dans les petits villages, dans les petites villes, et donc il y a une grande participation, un grand intérêt, y compris pour tout ce qui est encouragement commerciaux. Donc nous, on regarde bien sûr ce qui se fait en Afrique du Sud, au Zimbabwe, mais on regarde aussi ce qui se fait par exemple pendant cette Coupe du Monde en France, et surtout au niveau de base, au niveau communautaire, sur le terrain. Vous êtes un brillant homme d'affaires, un peu comme le football. Est-ce que vous comptez faire la même chose que la Confédération africaine de football, faire appel aux investisseurs, justement, pour développer ce rugby, pour donner plus de moyens à cette discipline? Et puis, une autre question dans cette même question, on évoque beaucoup le nom du Sud-Africain, Siya Kolisi. Est-ce qu'il doit être une référence pour le rugby africain? Well, if you talk about Siya Kolisi, oui, Siya Kolisi, bien sûr. Quel homme fantastique. Mais ce que je retiens surtout, c'est son humilité, sa modestie, son sens du leadership. Et avec l'histoire qu'il a eue, sa vie, vraiment, son aura vraiment est une source d'inspiration. Pour ce qui est de l'investissement, vous avez tout à fait raison. Il faut considérer que le rugby est bien sûr un sport, mais aussi c'est des affaires. Et donc, il nous faut changer les mentalités. Il faut faire en sorte que les gens comprennent qu'on ne parle pas seulement de World Rugby. Le rugby à ce niveau-là, c'est des affaires, c'est des entreprises, c'est des sponsors, c'est des structures. Mais il y a aussi une spécificité en Afrique, c'est le fait que, par exemple, nous ne disposons pas d'un réseau câblé
qui puisse diffuser tous les matchs, par exemple, de la Coupe du Monde dans tous les pays d'Afrique. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez une diffusion pour les pays francophones, les pays anglophones, les pays arabophones. Il y a plein de langues qui sont parlées en Afrique, donc on n'a pas une diffusion unique. Donc il nous faut être créatifs, il nous faut trouver des solutions inventives, en essayant de trouver des solutions un petit peu différentes de la normale pour pouvoir lever des fonds. Et c'est comme ça qu'on créera la magie. Mais effectivement, si vous devez retenir une chose, c'est qu'effectivement, le sport, c'est des affaires. Président, la toute dernière question pour clore cet entretien. Vous avez été un ancien joueur. Comment ça s'est passé, votre carrière et justement, expliquez-nous. Et à quel poste jouiez-vous aussi? Oh, well, rugby, it is in our blood. I started from the age of 6. I was in boarding school in England and I played through school level for the school team. Came back to Africa, not so much rugby. Oui, bien, le rugby est dans mes veines, hein, c'est clair. J'ai commencé donc à 6 ans. J'étais dans un internat en Angleterre, donc j'ai commencé à jouer pour l'équipe de l'école. Après, je suis retourné en Afrique, mais là, j'ai pas tellement joué au rugby, mais je suis revenu en Europe. Et là, j'ai joué au plus haut niveau. D'abord au niveau, quand j'étais junior, dans le rugby universitaire. Puis après, au niveau provincial, parce que ça marche comme ça en Angleterre. Donc j'ai joué pour le comté de Sussex. Et puis ensuite, je suis revenu en Afrique du Sud. Et à l'époque, donc on parle de 92-93, j'ai joué pour le Zimbabwe. Imaginez-vous, j'étais le seul noir à jouer pour le Zimbabwe à l'époque. J'ai d'ailleurs une cape internationale. J'ai joué dans un match contre l'Italie. J'étais 3 carrels. Et ensuite, donc, je suis revenu au Royaume-Uni. J'ai joué une partie de la saison pour l'équipe première des Saracens, qui est une bonne équipe. Et mon dernier match, c'était contre une équipe du sud de l'Écosse. Et malheureusement, je me suis fait très mal au genou gauche, ce qui a un petit peu écourté ma carrière. Président Herbert Mansart, thank you very much. Thank you too. Merci, monsieur.